Bonjour Eric, Bonjour, bonjour, Marie-Claire. merci de nous consacrer un petit peu de temps dans le cadre de ce module UC1 et 2 du BP Voile du CREPS de Montpellier. Je vais te laisser te présenter pour commencer, s'il te plaît. D'accord, donc Monsieur Lepuil, Eric. Donc je suis PDG, hein, c'est ce qu'on dit, c'est le terme, ça fait toujours un peu pompeux, mais c'est le statut que j'ai. Donc président, directeur général de la société ADN Yachting, plus connue sous le nom d'ACM Cata. Donc on rentre un peu dans les détails, mais il y a un nom juridique et un nom commercial, pour différentes raisons, mais voilà. Donc, je gère cette société depuis à peu près une quinzaine d'années et on a la particularité d'être donc une école de croisière sur un statut un petit peu différent de ce qu'on rencontre d'habitude. On rentrera plus dans les détails après. Et puis, donc, on fait de la location, des stages de voile, donc sur habitable, et on s'est spécialisé dans le catamaran. Et donc après, il y a donc, comme je disais, location, stage, école de formation, entretien bateau et de l'accompagnement de projet dans sa globalité, qui peut être de la vente, de l'équipement de bateau, etc. Voilà. Et donc, du coup, parce que toi, à la base, tu viens de l'UCPA, tu as monté ta structure ta structure c'est une SAS. Ouais. Pourquoi une SAS? Qu'est-ce qu'une SAS? Est-ce que tu avais le choix avec d'autres statuts possibles? Oui, alors c'est vrai qu'on connaît dans les écoles de voile, on connaît essentiellement le statut associatif, ou après les écoles municipales avec des structures bien spécifiques du, du public. Mais donc après, moi, mon choix, il s'est fait notamment en discussion avec le comptable, hein, qui m'a conseillé. Donc c'est vrai que ma vocation par rapport à une école de voile, il y a une vocation un peu plus commerciale. Et donc avoir un statut associatif n'était pas forcément en adéquation, parce qu'on on va faire du stage, ok, comme une école de voile, mais on va faire aussi de la vente, voilà. Et puis surtout, le fait d'être en société permet d'avoir un choix stratégique au niveau de l'entreprise, des dividendes. C'est-à-dire que normalement, associatif, il faudrait que je retrouve, que je révise un peu, mais en associatif, je crois que tout euro, tout bénéfice doit être réinvesti dans l'association, etc. Là, ce n'est pas le cas avec une entreprise. Les bénéfices, vous pouvez soit les investir, soit les redistribuer. Vous pouvez faire des montages avec une holding, etc. Donc, il y a des choix bien plus importants en termes de stratégie, et puis surtout la vocation de l'activité qui est moins dans l'associatif. Dans une association, il y a beaucoup d'adhérents. Là, il n'y en a aucun. Voilà, donc Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah putain, j'ai plus de batterie. Ah. Ouais. Hop. Sachant qu'on coupera au au montage. montage. Ouais. Donc, les associations, tu parles des associations et tout ce qui est école municipale. Et donc, toi, tu as fait le choix de faire un montage, de choisir un statut d'entreprise, d'une Voilà, société. ouais, donc, donc voilà, après ces petites explications de différents statuts, et avec les conseils bien sûr de mon comptable, donc on a fait le choix de se monter en société. Alors là, après, il y a une multitude de statuts, hein. Le plus connu, c'est souvent SARL. Après, il y a SAS, il y a SASU, voilà. Donc après, il y a certains avantages, inconvénients de certains. Il y a certains, il faut être deux
2 au capital. Voilà, donc moi au départ, j'ai monté en SARL, mais qui n'est pas forcément la plus simple. Et surtout, après, j'ai fait un changement où je suis passé en SAS, ce qui permet d'être dirigeant mais salarié, et qui permet une couverture sociale importante. C'est-à-dire que je suis considéré salarié de l'entreprise. J'ai tous les avantages d'un salarié. La seule chose que je n'ai pas, c'est le chômage. C'est-à-dire que j'ai une couverture sociale, etc. Mais si jamais j'arrête l'activité, je n'ai pas de chômage. Donc je cotise pas sur cette partie-là. Voilà. Donc après, il y a des choix. On peut être en SARL. Et à partir de là, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Donc vous cotisez, et j'ai oublié la caisse, c'est une caisse spécifique, je me rappelle plus le nom, qui est une caisse assez compliquée, mais surtout pas de couverture sociale. Donc, si jamais vous tombez malade, y a rien derrière. Voilà. Et puis vous en SARL, au niveau de la retraite, c'est moins intéressant. Donc vous gagnez plus, beaucoup moins de cotisations, sur le salaire, hein, mais du coup moins de couverture. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre des assurances complémentaires, etc. Moi, après, ça dépend aussi du choix, de l'âge, etc. Voilà. Donc moi, je suis parti sur une SAS. Ouais. Tu as des salariés, tu as une équipe avec toi. Oui, après, après, ça fonctionne comme une association ou comme une autre structure, hein, donc avec des salariés, déclarés, etc. Donc après, en termes d'équipe, de salariés, ça change rien. Voilà. Par contre, après, bien sûr, ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle le code NAF. Le code NAF, c'est le rattachement de votre société à une convention collective et à une activité. Donc dans mon cas, l'activité, des fois, elle est un peu bizarre, mais ça correspond à la location bail d'articles de loisirs sportifs. Voilà. Donc je dépends de ce code NAF qui est donné par les administrations quand on enregistre la société. Une convention collective liée à celle-ci. Donc c'est pas la convention collective du sport, c'est la convention collective j'ai oublié le nom, du maritime. Voilà. Donc avec des statuts un petit peu différents. Voilà. D'accord. Et de là, donc, quand tu parles de la convention collective maritime, ça me fait penser, on parle de l'équipe, donc tu travailles avec des moniteurs, avec des skippers. Avec quel type de diplôme tu travailles? Alors, donc nous, on a une équipe, je dirais, administrative, commerciale, etc. Donc là, c'est des salariés qui vont dépendre de cette convention collective, c'est-à-dire que l'ensemble du personnel sera sous la convention collective de l'entreprise. Donc même quelqu'un qui est sur l'administration, il sera sur la convention maritime alors que elle n'est pas forcément dans ce domaine. Mais voilà, c'est rattaché à l'ensemble de l'entreprise. Ensuite, donc on est une école affiliée à la Fédération française de voile. On est labellisé aussi. Ça, malgré qu'on soit une SAS, on a pu être affilié parce que je suis le dirigeant et diplômé, brevet d'État. Donc, pour avoir une école et tout, il faut qu'il y ait au moins un dirigeant, une personne dans la structure déclarée qui ait un diplôme. Voilà. Et à partir de là, donc moi j'ai fait le choix en tant qu'école de croisière de recruter des brevets d'État ou des BPGEPS voile, croisière. Voilà, parce que on est sur une logique de formation, donc de stage, comme on les connaît au sein de la Fédé, niveau 1, niveau 2. Voilà, donc parce qu'après, il existe un autre statut qui correspond plus à la location avec ou sans skipper, mais
Là, on parle de statut, c'est le capitaine 200. Donc là, il n'y a pas de logique de formation, il y a une logique de transport, c'est-à-dire je transporte des clients à bord d'un bateau. Et là, à partir de là, on est régi sur le ministère des Transports et des Maritimes. Et donc le diplôme demandé, c'est capitaine 200. Donc là, c'est pareil, c'est encore un statut différent où les personnes sont indépendantes, ils sont à la caisse, ce qu'on appelle la caisse sociale de l'ENIM, donc c'est plus du tout la même caisse sociale qu'un salarié entre guillemets classique. Voilà. Donc pour plusieurs raisons, la raison principale pourquoi j'embauche, en tout cas des BPGEPS, c'est essentiellement parce qu'on est école de croisière et qu'on fait de la formation. Voilà. Donc après, soit ils sont indépendants, ce qui est à 99% le cas, mais après, il m'est arrivé de prendre quelques BPGEPS en salarié sur une mission courte. Voilà. Oui. Mais essentiellement, ils sont indépendants. Ouais. Oui, parce que tu es partenaire avec nous, hein, tu reçois et tu formes des jeunes en formation. Oui. Concernant les assurances, il me semble que tu as des bateaux qui t'appartiennent et des bateaux de propriétaires. Comment ça se passe? Après, donc chaque bateau doit être bien sûr assuré. Il y a une assurance matérielle, il y a une assurance RC. Chaque client qui loue un bateau, l'assurance est transposée au client. La seule chose, c'est que le skipper ou le brevet d'État ou BPGEPS qui encadre sur le bateau ne peut pas être assuré au niveau matériel. Le bateau ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à la structure non plus, parce que la majorité, c'est des bateaux de propriétaires qui nous laissent en gestion. Donc c'est vrai que là, il y a pas un vide, mais c'est-à-dire que quand il y a un gros souci, oui, là on voit avec le skipper qui était à bord et est-ce qu'il a fait une faute professionnelle, etc. Ce qui est important, que ce soit la structure, que ce soit les indépendants, skippers, BPGEPS, c'est que eux aient une RC Pro. Ouais. Donc ça c'est important. Voilà. Après, il peut avoir des assurances matérielles, mais c'est hors de prix, c'est complexe, etc. Donc l'assurance principale, c'est RC, parce que de toute façon, un skipper indépendant, BPGEPS ou autre, je dirais, il est obligé de monter sa structure comme un indépendant, et donc à partir de là, il faut qu'il soit assuré en termes d'RC pour son activité. Voilà. Ok, super. Écoute, merci encore pour toutes ces informations. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Merci. Et écoute, de toute façon, on va se recroiser puisque comme on travaille ensemble, et notamment sur la location du bateau dans le cadre du BP Croisière, donc on se rappelle. Merci encore, Eric. À plus tard. Merci, merci Marie-Claire.